Bien, mais écoutez, bonjour et bienvenue à tous et à toutes, même si les toutes ne sont pas très nombreuses. Je voulais, je voulais aussi avoir une petite évocation mémorielle. Jean Lochkin, que certains ont pu connaître, euh, vient de nous quitter. Il avait 83 ans, il avait la maladie de Parkinson. Et donc, c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur les nouveaux critères de gestion dans les entreprises et justement une démarche de dépassement du capitalisme dans les entreprises. Donc, voilà, je voulais un petit peu l'évoquer rapidement. Est-ce que Ulysse Lochkin est son fils? Je ne sais pas du tout. Là, je ne suis pas capable de te répondre. Je te pose la question parce que j'ai fait une recension du livre qu'il a réédité de Johan Robinson Hmm. pour de l'été. Et j'ai été en contact avec lui. J'ai pas osé lui demander si c'était le fils Ok, de Jean Lochkin. très bien. Et donc, j'ai le plaisir donc d'accueillir Michel Cabane, qui va nous faire partager un certain nombre de réflexions, justement pour voir comment on peut envisager une sortie, un dépassement du capitalisme, enfin, en tout cas aborder, alors, face à la crise de l'écologie, puisque je reprends ton thème, hein, adaptation ou sortie du capitalisme. Michel, donc, à toi. Merci Dominique. Oui, alors la crise écologique, bon, on peut discuter le terme, mais en tout cas, on peut dire que ça englobe pas mal de choses, principalement le basculement climatique, dont l'urgence n'échappe à personne, mais aussi le franchissement d'autres limites planétaires dans des domaines dont le dysfonctionnement menace la vie humaine. La chute de la biodiversité, perturbation du cycle de l'azote et du phosphate, changement rapide d'usage des sols et cycle de l'eau douce, ainsi que la pollution au sens de la quantité d'entités nouvelles dans l'environnement. Ça fait pas mal de choses. Il y a quelques seuils qui ne sont pas encore franchis pour reprendre la classification de Rockström d'un institut d'études de Stockholm. Alors, la crise écologique n'est évidemment pas sans rapport avec le système économique, avec le capitalisme, même s'il est coutumier de la traiter sans faire référence au capitalisme. Alors, je vous propose de voir successivement trois points. Un point général d'abord sur les rapports entre capitalisme et crise écologique. Ensuite, voir dans un deuxième point l'adaptation du capitalisme par des ajustements qu'on peut qualifier de structurels, adaptation qui est actuellement évidemment la plus probable, et un troisième point, quelques pistes par rapport à une alternative de sortie de ce que j'appellerais la domination du capitalisme, qui supposerait un certain nombre de conditions. Alors, commençons par un premier point assez général sur quelques éléments sur les rapports entre le capitalisme et la crise écologique. Alors, dans un sens, d'abord, incidence du capitalisme sur la crise écologique. Et puis ensuite, on verra l'effet en retour, le défi de la crise écologique pour le système économique. En ce qui concerne l'incidence du capitalisme sur la crise écologique, on peut se rappeler évidemment la citation bien connue de Marx: le capital épuise les deux seules sources de richesse, la terre et le travailleur. Je citerai aussi euh, une phrase de Shakespeare que j'ai trouvée: l'espoir du profit possible étouffer la crainte du péril probable. Je trouve que c'est vraiment d'actualité. Alors, d'abord, si on décompose un peu les caractéristiques du système économique, d'abord la logique capitaliste. Alors là, vraiment, il n'y a pas beaucoup de discussion. La logique du capital, laissée elle-même, produit une dégradation de la nature, voire l'ouvrage collectif dirigé par Jean-Marie Haribé et Michael Lowy en 2003. Les capitalistes décident en fonction de la rentabilité anticipée et non de la préservation écologique. C'est
quasiment une lapalissade. Cela signifie minimiser ce qui a un coût monétaire et utiliser abondamment les biens gratuits qui sont nécessaires à la production. Je parle ici des biens gratuits de la nature. Pour le capitalisme, l'environnement est une poubelle gratuite, pour reprendre une expression de Pierre-Noël Giraud. L'économiste Karl Kapp avait noté il y a déjà longtemps que la recherche du profit conduit à déplacer les coûts, à les faire supporter par la collectivité. Et selon O'Connor, le capital refuse d'assumer les coûts de reproduction des conditions de production. Il y voit même d'ailleurs la seconde contradiction du capitalisme entre les forces productives et les conditions de production résultant de l'appropriation et de l'utilisation destructrice de la puissance du travail, de l'espace, de la nature et de l'environnement extérieur. Plus récemment, Antonin Potier, dans un travail sur les liens entre capitalisme et écologie, a montré que le capitalisme est dépourvu d'un mécanisme social qui freinerait le franchissement des frontières écologiques dont j'ai parlé dans l'introduction à la suite des travaux de l'Institut de Stockholm. Et en l'absence de ce mécanisme, évidemment, rien n'empêche le système capitaliste de franchir un certain nombre de frontières qui mettent en cause le devenir de l'humanité. Alors, si on applique tout ça au climat, eh bien, ça s'applique assez formidablement et c'est reconnu par beaucoup d'économistes et d'intellectuels non marxistes. Nicolas Stern, le changement climatique est la plus grande défaillance du marché que le monde ait connue. La finance de marché laissée à elle-même nourrit le réchauffement climatique, Christian Chavagneux. Laura Ciano, aucun mécanisme de marché ne peut conduire à laisser dans le sol des ressources fossiles tout à fait rentables à exploiter. C'est-à-dire que il n'y a quasiment pas d'opposition maintenant pour reconnaître que la logique du capital, dans le cadre de l'économie de marché, génère une dégradation systématique donc, de la nature et de la reproduction, des conditions de production, pour reprendre l'expression de O'Connor. Alors, ça c'est pour l'effet de la logique du capital. Mais le déroulement de la logique du capital génère des conséquences autour, dans la société. Et ces conséquences dans la société, à la fois d'ordre psychosociologique et d'ordre institutionnel sur les politiques publiques, vont avoir un effet d'aggravation de l'impact sur la nature. Il y a la production d'un style de vie, ce point est mis en avant par Antonin Potier. La société marchande produit des humains centrés sur leurs intérêts individuels pour l'accumulation et la consommation. Alors, il y avait déjà Weber qui avait noté que l'ordre économique détermine aujourd'hui une force contraignante irrésistible, le style de vie de tous les individus qui naissent au sein de cette machinerie. C'est la fameuse cage d'acier. Évidemment, tout ça est lié au fait que les firmes en compétition doivent étendre leurs débouchés et font pression sur la consommation par la promotion des ventes, la publicité, etc. Ce à quoi il faut ajouter que le capitalisme génère des inégalités qui elles-mêmes provoquent des effets d'imitation des classes supérieures par les classes inférieures. Donc, il y a un mécanisme qui sort de la stricte logique du capital, mais qui est généré dans la société par le capital et qui aboutit à des effets négatifs sur la nature. Et évidemment, le culte de la croissance s'inscrit là-dedans. Et comme Angus l'a noté, l'idéologie de la croissance ne provoque pas une accumulation perpétuelle, elle la justifie. Ça, c'est pour relier la question de la croissance avec la question du capital. Et ça entraîne également des biais dans les politiques publiques. L'hégémonie du consumérisme conduit les dirigeants politiques à défendre leur style de vie dans les négociations, le style de vie de leur pays dans les négociations internationales. C'est la fameuse citation de Bush, le mode de vie des Américains n'est pas négociable, ce qu'il avait, je crois, formulé à la conférence de Rio en 92. Il faut ajouter encore les firmes qui jouent le rôle de groupe de pression auprès des États, qui pèsent sur les politiques
et qui aboutissent, par exemple, à des subventions massives aux énergies fossiles et au choix de solutions néolibérales dans les politiques de l'environnement, c'est-à-dire à Kyoto, les droits d'émission échangeables plutôt que la fiscalité écologique. Et enfin, il y a dernier élément qui, lui, est moins directement lié au capitalisme, mais qui aggrave les choses, c'est le comportement de chacun pour soi des États, chaque État défendant son économie, évidemment ses firmes dans l'économie, et ça aboutit à un certain nombre d'échecs dans les négociations internationales pour avancer dans le sens de la lutte contre le réchauffement climatique. Ça, c'est pour l'impact du système économique en incluant ses effets sur la société, sur la crise écologique. En retour, la crise écologique constitue un défi pour le système capitaliste. D'abord, la crise écologique met le capitalisme en difficulté. Ça, on peut l'appliquer évidemment à la crise climatique, c'est-à-dire que si on veut aller vers une transition pour faire face à cette crise, eh bien, on est amené à prendre des mesures qui déstabilisent l'économie. Alors, ce point est analysé par Jean Pisani-Ferry dans un travail qu'il a fait en 2021. J'en résume les conclusions. Euh, En raison de l'accélération du changement climatique et de l'ampleur à fournir de l'effort à fournir pour décarboner l'économie, tout en investissant dans l'adaptation, la transition vers le zéro carbone devrait impliquer, sur une période de 30 ans, des changements majeurs dans la configuration de la croissance. Ces effets comprendront un choc d'offres négatif d'ampleur notable, une poussée d'investissement suffisamment importante pour affecter les taux d'intérêt, l'équilibre mondial, des effets négatifs significatifs sur le bien-être des consommateurs, des changements dans la répartition des revenus et une pression considérable sur les finances publiques. Alors, il y a plusieurs types de redéploiements qui sont requis, un transfert de la consommation vers l'investissement, un redéploiement des emplois et un redéploiement territorial. Évidemment, tout ça peut générer des risques pour la croissance. Alors, à court terme, la politique de décarbonation implique des investissements dans les énergies renouvelables, mais l'obsolescence des énergies fossiles. Et du fait de l'ampleur de l'ajustement nécessaire, qui en plus doit être très bref pour être efficace, il y a un certain nombre de rigidités qui impliquent des restrictions de l'offre d'énergie, l'envol du prix de l'énergie, ce qui produit des réactions en chaîne dans l'industrie et peut ralentir la croissance et susciter des hausses de prix. À plus long terme, il peut y avoir le phénomène de la rareté des énergies fossiles et des ressources critiques qui risque d'avoir des effets de frein sur la croissance. Et si la croissance est ralentie, ça peut avoir des effets négatifs d'ordre économique sur le capitalisme et d'ordre, disons, plus politique sur la légitimation du capitalisme auprès de la population. Et alors, on a évidemment tout un débat sur la capacité du capitalisme à faire face à la crise écologique. C'est toute la question du capitalisme vert. Avec les deux points de vue, il y a le point de vue qui consiste à dire un capitalisme vert va émerger. C'est l'idée que les nouvelles contraintes, y compris les contraintes que les États risquent d'imposer aux firmes, doivent susciter un rebond par réallocation du capital d'un type de production à un autre, d'un type de technologie à un autre, grâce notamment au mécanisme de la hausse des prix relatifs des productions classiques qui doivent rendre rentables les nouvelles activités et nouvelles technologies. Pour Anton Brander, par exemple, la capacité de rebond de l'économie suppose des contraintes fixées par l'État, des normes fixées par l'État. Et pour Dawkins, la machine capitaliste, appuyée sur ce vieux mais intermittent complice qu'est l'État, peut trouver dans le défi climatique une occasion de rebondir à nouveau. Il ajoute même que ça peut aller dans le sens de la résolution de la question de la stagnation séculaire. Ça, c'est le point de vue de Dawkins à propos du ralentissement des gains de productivité. À l'opposé, il y a ceux qui pensent
que le capitalisme vert est un oxymore, pour reprendre l'expression de Michel Husson. Daniel Tanuro a écrit un ouvrage sur l'impossibilité d'un capitalisme vert où il développe les arguments en lien avec la logique du capital dont j'ai déjà parlé. Pour Michel Husson, dans un article très intéressant de 2008, un régime d'accumulation vert compatible avec le maintien du taux de profit suppose une grande efficacité de l'investissement vert et que la compatibilité n'est pas assurée pour les économies d'énergie qui seraient requises par la résolution de la crise climatique. Il ajoute que le capitalisme vert suppose un choc exogène par des règles bouleversant la configuration du capitalisme, exemple une écotaxe massive, et que ça suppose une instance et des normes mondiales contraires à la concurrence capitaliste. Voilà donc pour l'aspect le plus général des liens entre le système économique et la crise écologique, en particulier sa composante climatique. Alors, les ripostes possibles en rapport avec le système capitaliste. D'abord, il y a l'adaptation du capitalisme aux défis écologiques, et là, c'est ce qu'on a sous les yeux. Donc, je vais faire là une approche relativement descriptive. Alors, on a d'une part un capitalisme en redéploiement et d'autre part un capitalisme que je qualifierais de verdi, pour reprendre une expression du son, mais pas un capitalisme vert. Alors, un capitalisme en redéploiement. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe une tentative de réorientation de la croissance. Le cap est mis par la plupart des États, je parle des États déjà industrialisés, vers un redéploiement de la production, de la consommation, des formes d'énergie et des innovations techniques pour réduire l'intensité carbone du PIB. On compte à long terme, par exemple, sur la géo-ingénierie de la captation du CO2. Les économies d'énergie reposent, ça me paraît être une tendance lourde, plus sur les attentes concernant l'évolution de la technique que sur la sobriété. Même si on parle de sobriété, on en parle plutôt à la suite de la guerre d'Ukraine et des sanctions par rapport à la Russie. Le plan Biden, de même que le pacte vert de l'UE, vise une croissance verte basée sur le découplage absolu entre croissance du PIB et baisse des émissions de carbone. Par quelle voie ça passe? Eh bien, ça passe d'abord par la confiance dans un certain nombre de mécanismes de marché, qu'on peut appeler l'économie marchande. Et puis, ça passe aussi par des politiques des États. Au niveau du marché, l'économie marchande, eh bien, c'est l'idée notamment de la nécessité de développer la finance verte. Bon, plein de choses connues. Les placements verts connaissent une forte expansion. Vous avez vu que c'est mis en cause, y compris par des organismes de presse qui ne sont pas particulièrement contestataires. Se développent également les formes de compensation qui font que les projets qui génèrent de la pollution doivent faire l'objet en contrepartie d'opérations à financement vert en faveur de la biodiversité, les plantations d'arbres, etc. Au niveau des politiques publiques, il y a manifestement un regain d'interventionnisme. Cet interventionnisme, mais attention, il se développe actuellement sous l'influence de plusieurs facteurs qu'il ne faut pas confondre. Il y a l'objectif climatique, mais il y a aussi la pandémie, les restes de pandémie, et il y a la nouvelle géopolitique mondiale. Bon, ce sont plusieurs facteurs qui sont allés dans le sens de l'interventionnisme. Alors, on a en particulier aux États-Unis le plan Biden, Inflation Reduction Act d'août 2022, qui contient un plan de verdissement de l'économie américaine, mais qui en même temps, on en parle tous les jours, est un outil de politique industrielle et de protection de l'économie américaine.
Les politiques publiques visent à renforcer le potentiel productif par des investissements verts publics et privés, par des infrastructures, un effort pour la recherche-développement. Donc, ça passe par des politiques de dépenses publiques plus actives, et éventuellement, c'est envisagé, même si c'est encore qu'une amorce, une sélectivité monétaire. La tarification écologique progresse dans le monde sous les deux formes de marché de droits pollués et de fiscalité écologique pour orienter les choix des acteurs. Mais les instruments contraignants de type rationnement sont écartés. Au plan externe, il y a eu l'arrêt de la mondialisation, mais là, on peut plutôt le relier aux effets de la géopolitique et aux effets des contradictions d'intérêts entre les États, plutôt qu'aux politiques de lutte contre le réchauffement climatique. Cela dit, le noyau du capitalisme néolibéral tel qu'on le connaît depuis 30 ou 40 ans me paraît absolument maintenu. D'abord, le pouvoir actionnarial et l'hégémonie de la finance sont tout à fait préservés. Ensuite, les privatisations, la déréglementation financière et sectorielle, la libéralisation des prix, les réformes de l'État et les pressions sur l'État social continuent. Ça fait quand même pas mal de choses. Au plan international, la liberté de mouvement des capitaux est maintenue. Et j'ajouterai, ce qu'on oublie souvent, c'est qu'en marge de l'économie, il s'est généralisé une compétition entre les individus et entre les institutions qui n'est aucunement remise en cause. Tout ça fait que, et enfin, oui, j'oubliais, que les politiques climatiques ont assez peu de contenu social, avec peut-être un bémol dans le cas du plan Biden aux États-Unis. Tout ça fait que je ne vois pas dans le regain d'interventionnisme matière à dire qu'il y aurait actuellement une rupture avec le capitalisme néolibéral. Mais ça peut être discuté. En tout cas, il y a la thèse inverse qui est apparue dans quelques travaux. Ça, c'est pour les effets de redéploiement du capitalisme. Et alors, ensuite, il y a la question du rapport à l'écologie. On est probablement dans la constitution d'un capitalisme verdi, mais pas un capitalisme vert. C'est-à-dire que la logique de la rentabilité est actuellement une force de rappel qui tend à freiner le verdissement de l'économie. Elle joue contre l'adoption de projets verts à rendement faible ou incertain. Là, et là, je reprends une idée qui me paraît avoir été exprimée par Husson, c'est-à-dire que la baisse de l'intensité énergétique permise par les innovations ne pourra aller que jusqu'au point où elle ne constitue pas une menace pour les taux de profit, même si les objectifs environnementaux nécessiteraient d'aller au-delà. L'économie marchande, j'y ai fait allusion à propos de la finance verte, elle est largement illusoire, ça c'est reconnu là encore par plein d'économistes qui sont éloignés du marxisme, et notamment il y a le fait que les fonds d'investissement verts sont une tromperie. Il y aurait 388 fonds super verts d'investissement dans les énergies fossiles actuellement. On note que les obligations vertes n'ont pas un rendement plus faible que les autres. Ce point a été souligné notamment par Grandjean et Le Fournier, ainsi que Gaël Giraud. La compensation carbone est une facilité qui autorise des projets polluants et permet de réduire l'objectif de baisse des émissions de gaz à effet de serre. L'extractivisme, eh ben, il persiste. La rentabilité joue contre l'abandon des énergies fossiles, point qui est souvent souligné par Gaël Giraud. Les banques sont intrinsèquement hostiles à la transition écologique, pour reprendre une de ces formules, tout simplement parce qu'elles craignent que les actifs fossiles deviennent des actifs échoués. La croissance verte est considérée comme un mirage par un certain nombre d'économistes, dont Hélène Torchman. Elle sauvegarde, disons, plus le modèle industriel que la nature. Les techniques efficaces sont, pour un certain nombre d'entre elles,
ne sont pas rapidement disponibles pour traiter la crise écologique. Et puis, il y a toujours le fameux effet rebond qui joue contre le découpage absolu, en particulier au niveau mondial. Si découpage absolu il y a dans certains cas, dans certains pays, si on transpose les choses au niveau mondial, ça ne se produit absolument pas. Ce qu'on peut noter aussi, c'est que dans les politiques, la part de sobriété est largement insuffisante dans la mesure où elle est en complète contradiction avec la logique du capitalisme. Ce point est reconnu récemment par Dominique Méda dans une interview de la semaine dernière. Dans les politiques publiques, la sobriété est un objectif secondaire en rapport avec la lutte contre le réchauffement climatique. Les instruments utilisés, eh bien, ils ont des limites. Ils ont une certaine efficacité lorsqu'ils sont utilisés à plein, comme par exemple en Suède, mais on sait par exemple que la tarification carbone pèse le plus sur les pauvres en termes relatifs que sur les riches, et elle peut affecter peu les dépenses des plus riches. Enfin, pour terminer là-dessus, il y a les limites de ce qu'on peut appeler le carbocentrisme, c'est-à-dire le fait que les politiques actuelles cherchent à avancer dans le traitement du réchauffement climatique, mais elles laissent de côté toute une série d'autres aspects de la crise écologique dont j'ai parlé dans l'introduction, et que les techniques vertes sont choisies en fonction du climat, mais en ignorant les autres effets. Alors, y a-t-il une possibilité c'est mon troisième et dernier point, de sortie de la domination capitaliste? Je préfère parler de sortie de la domination capitaliste plutôt que sortie du capitalisme. Pourquoi? Parce que l'économie comprend plusieurs modes de production, on le sait, sous la domination actuelle du mode de production capitaliste. Et le problème, c'est qu'on n'a pas le temps d'attendre la disparition du mode de production capitaliste pour traiter les problèmes écologiques. Et donc, il faut aujourd'hui faire en sorte de mettre en cause cette domination en se centrant sur des points stratégiques. Alors, ce qu'on peut noter, c'est que l'opinion publique, contrairement à ce qu'on pourrait croire, elle perçoit des contradictions entre le capitalisme et l'écologie. Il y a eu une étude de BVA de juin 2020, d'où il ressort que 52% des sondés pensent que le capitalisme n'est pas du tout 24%, ou plutôt pas 28%, compatible avec la lutte contre le réchauffement climatique. C'est quand même intéressant. Et en ce qui concerne les moyens, d'assez large majorité dans la population seraient favorables à des mesures assez volontaristes et coercitives pour aller dans le sens de la lutte contre le réchauffement climatique, mesures imposées aux entreprises. 88% veulent obliger les entreprises à émettre moins de gaz à effet de serre, 86% interdire le versement de dividendes à celles qui ne réduiraient pas leurs émissions, etc., etc. C'est un sondage dont les résultats sont assez intéressants. Ça ne veut pas dire qu'un soutien politique serait automatique par rapport à une véritable politique qui serait anticapitaliste. Je terminerai par ça. Alors, quelques éléments, mais là je ne ferai que les ébaucher vu le temps qui me reste, concernant le nécessaire pilotage de l'économie par la société. Au fond, pour reprendre une expression que j'avais trouvée chez Guy Roustan, qui date de 1998, et où il disait « C'est à la société d'orienter le fonctionnement des marchés et non au marché de déterminer comment doit fonctionner la société ». Ça me semble assez bien résumer le problème que nous avons aujourd'hui. Et évidemment, ça me paraît assez compatible avec le point de vue général de Karl Polanyi, dont Jean-Marie a parlé hier. Alors, la réduction du pouvoir capitaliste, ça passe par quoi? Eh bien, principalement par une transformation profonde du pouvoir actionnarial dans les entreprises et par le fait de chercher à raisonner la finance, comme d'ailleurs
Lordon l'a souvent indiqué. C'est la caractéristique principale du capitalisme néolibéral, hein, la domination financière, et c'est à ça qu'il faut s'attaquer. Ça suppose toute une série de mesures, mais évidemment, notamment la constitution d'un pôle bancaire qui aurait pour fonction en particulier de financer la bifurcation écologique. Mais parmi les pôles publics à instituer, il y aurait un pôle public de l'énergie, en rapport avec le sujet dont on parle, là, et entre autres, dans un autre domaine, un pôle public de la santé par rapport à l'ampleur des problèmes qui se posent à ce niveau. Bien entendu, ça suppose aussi, dans le cadre du reflux du pouvoir capitaliste, de donner une impulsion à l'économie sociale et solidaire qui correspond aux attentes d'une partie innovante de la population. Et en plus, ça permettrait de préparer, d'orienter les esprits et les actions dans le sens d'un socialisme décentralisé et non bureaucratique. Deuxième idée, la planification écologique. Bon, développer, réorganiser la production en fonction des besoins sociaux et de la protection de l'environnement, favoriser la participation citoyenne à l'élaboration des décisions à différents niveaux, aller donc vers la conciliation d'une planification écologique avec une décentralisation des décisions, ce qui ne veut pas dire une planification strictement indicative. Hein. Il ne faut pas mélanger l'élaboration et ensuite l'exécution du plan. Mais pour l'exécution du plan, utiliser des outils volontaristes en se souvenant quand même d'un certain nombre d'apports de débats très anciens qui ont eu lieu sur le socialisme centralisé et le socialisme décentralisé lorsque les pays de l'ex-Europe de l'Est se posaient la question de réforme. Un débat qui est tombé dans la trappe, mais qu'il faudrait peut-être reprendre en s'inspirant aussi d'acquis de l'évolution des sociétés dans le monde occidental. Ça suppose de nouvelles priorités collectives. En gros, se donner comme objectif général l'habitabilité de la Terre à la place d'objectifs de croissance de la production. Ça, c'est une idée générale et ça passe par la priorité à la sobriété, le fait de privilégier les besoins essentiels, voire les travaux de Kucheyan dans ce domaine. Réduction des inégalités, complément nécessaire de la priorité écologique, notamment pour que les choses aillent, pour faire accepter les mesures dans le sens de la lutte contre le réchauffement climatique et au niveau des moyens d'action, des politiques extrêmement volontaristes, qu'il s'agisse de la fiscalité, de l'utilisation de la politique monétaire et de l'utilisation de mesures réglementaires. Problème de mise en œuvre, je termine par ça, il y a des conditions internes et des conditions externes. Les conditions internes, eh bien, par exemple, la mise en application de la sobriété au nom de l'écologie peut se heurter à la persistance de réflexes du consumérisme, premier problème. Deuxième problème, la croissance économique faible qui caractérisera dans tous les cas les prochaines décennies va impliquer un resserrement des priorités et donc des conflits accrus pour la répartition des revenus, notamment une baisse du pouvoir d'achat des milieux les plus aisés, d'où des problèmes politiques. Quant aux mesures contraignantes, éventuellement de rationnement qui seraient plus justes que des politiques de rationnement par les prix, ça peut susciter des oppositions politiques vigoureuses. Enfin, sur le plan externe, plein de conditions, mais il me paraît absolument nécessaire de limiter la liberté de mouvement des capitaux. Conclusion, me semble-t-il, eh bien, comme Cédric Durand a pu l'écrire, la bifurcation écologique n'est pas un dîner de gala. Merci Michel. Merci, merci. Je trouve que tu as fait un travail digne d'un universitaire en activité. C'est de pas trop baisser. C'est bien, voilà, franchement. Qui souhaite réagir ou
Tu viens, ouais, tu t'approches. Non, c'est pour pouvoir enregistrer ta question. De te dire, Michel, que je partage la totalité des éléments que tu as apportés qui résument un petit peu bon nombre de débats de ces 10, 20 ou 30 dernières années. Bon, mais deux ou trois petites choses pour approfondir, et bien sûr, d'abord, dans le balancement que tu proposes entre les possibilités pour le capitalisme de s'adapter à ces exigences nouvelles écologiques, ou au contraire, une sorte de fuite en avant qui maintienne l'essentiel de l'existant. Bon, que penses-tu de l'idée qu'en fait, la probabilité la plus grande pour le capitalisme, c'est de tenter la fuite en avant plutôt que de s'adapter véritablement à ces contraintes? Tu as cité Hélène Torfman rapidement. Je pense que son livre est très très important parce que d'une part, elle démonte pièce par pièce tous les éléments de la financiarisation qui s'attaquent maintenant au domaine écologique, alors qu'il y a, dans le tournant néolibéral, de la financiarisation est intervenue, c'était pas encore tout à fait ça, alors que maintenant les actifs naturels servent de support au gigantesque mouvement des capitaux et la proportion est en train d'augmenter terriblement. Hélène Torchman aussi insiste beaucoup sur le fait qu'il ne faut pas trop espérer, il ne faut pas du tout même espérer les changements techniques permettront de résoudre toutes ces questions-là. Et donc, elle fait référence d'ailleurs à ce titre-là à Jacques Ellul, hein, qui a montré donc que la technique portait en elle-même une logique systémique dont il ne fallait pas négliger la force. Bon, donc, que penses-tu donc de ce balancement en final, fuite en avant ou adaptation? Ce qui m'amène à la deuxième question, aussi d'être très bref. Je ne suis pas persuadé de l'idée que tu as avancée dans ta première partie, à savoir que maintenant, il n'y aurait pas ou plus d'opposition à la reconnaissance de la responsabilité du capitalisme dans l'immensité des dégâts de tous ordres qu'on a surmontés. Et je ne suis pas persuadé de cette reconnaissance-là, même chez ceux qui sont les plus engagés dans la question écologique. Par exemple, l'éternelle discussion que j'ai avec les partisans de la décroissance, avec les théoriciens de la décroissance, mettent toujours en avant qu'il faut mettre à bas le produit intérieur brut, le PIB, mais sans jamais indiquer que l'indicateur du capitalisme phare, c'est pas le PIB. Il n'y a aucun capitaliste qui sait comment calculer le PIB et qui s'en occupe. Hein. Aucun capitaliste ne regarde l'évolution du PIB pour décider d'un placement. Bon, donc c'est le taux de rentabilité et l'aveuglement de tous ceux qui interviennent en faveur de la décroissance aujourd'hui, l'aveuglement sur cet aspect-là m'interroge. Je ne suis pas persuadé qu'ils aient véritablement intégré que c'est la question du capitalisme dont il faut parler. Et ce qui m'amène au dernier point. Est-ce que tu penses qu'il y a une différence ou au contraire une similitude entre un keynésianisme qui se viendrait vert et puis la croissance verte, dont tous ceux qui aujourd'hui semblent avoir pris conscience de, de cette nécessité de prendre en compte la crise écologique raisonnent du côté des gouvernants, plus ou moins bien inspirés, raisonnent en termes de croissance verte. Et est-ce que cette croissance verte serait un keynésianisme vert, ce qui voudrait dire qu'on continuerait quand même à se préoccuper toujours de la relance en cas de besoin, et donc la, le retour à des modes de production et de consommation beaucoup plus sobres, hein, comme tu l'as dit, serait quand même impossible, quoi.
Et alors, il y a un point que tu n'as évoqué que dans une phrase à la fin de ton intervention, mais qui me paraît très important. Quelle serait l'ampleur de la redistribution nécessaire à ce que on s'engage vers une société où la domination, je reprends ton terme, où la domination du capitalisme ne serait pas continuée. Euh, Moi, je pense qu'il y a une telle ampleur de la redistribution qui serait nécessaire que j'avoue que je suis assez pessimiste de la capacité que nous ayons à transformer, sinon un horizon de siècles, les choses. Donc, cette ampleur de la redistribution, s'il faut déjà 5 points de PIB pour chaque année pour les investissements écologiques, s'il faut 5 points de PIB pour avoir un système de retraite et de protection sociale euh, juste, si on additionne tout ça, l'ampleur des transformations sociales écologiques, est, comment elles sont possibles dans une phase de transition lorsqu'on a renoncé à avoir des gains de productivité élevés. Quoi. Ça, c'est la quadrature du cercle où je ne connais pas. Tout à fait. Merci Jean-Marie pour la qualité de tes questions et je veux dire que ça nécessiterait de longs développements. Certaines d'entre elles, on a déjà pu être amené à les aborder dans des discussions informelles et j'ai pas forcément des réponses. Sur fuite en avant ou adaptation, moi je crois qu'il va introduire de l'adaptation euh, le, dans la mesure où il va pouvoir se reproduire. Donc, il va chercher à minimiser les adaptations concernant notamment la structure de la répartition et concernant le partage salaire-profit. Il va chercher à limiter les dégâts concernant l'évolution de la rentabilité, ce qui me paraît être conforme à sa logique. Donc, il y aura de fait une fuite en avant dans la non-résolution de la crise écologique dans toute son ampleur. Donc, il y a déjà le processus de sélection des objectifs, puisqu'on se concentre sur l'objectif évidemment le plus urgent de la lutte contre le basculement climatique, en laissant tomber la plupart des autres domaines, dont la biodiversité, parce que les effets immédiats sont moins sensibles et moins graves pour le fonctionnement économique. C'est en cela que je pense qu'il y aura plutôt une fuite en avant euh, motivée, motivée par le fait de préserver la dynamique et du capital et le taux de rentabilité. Mais ça n'exclut pas donc une adaptation, notamment le fait d'intervenir davantage. Mais ce regain d'interventionnisme n'est pas significatif de la disparition du capitalisme néolibéral si on retient du capitalisme néolibéral le fait que c'est d'abord un capitalisme fondé sur la généralisation de la concurrence entre les individus, les institutions et les entreprises, mais les entreprises avec le bémol considérable qui est le fait que la concentration des grandes entreprises subsiste et augmente, mais donc dès l'instant qu'on dissocie le capitalisme néolibéral du degré d'intervention de l'État, on peut, je pense, considérer que on reste encore dans le cadre du capitalisme néolibéral. Donc, fuite en avant, oui, mais avec adaptation des structures dans la mesure où ça ne met pas en cause le fonctionnement du système. La reconnaissance, alors là, je suis d'accord avec la réserve que tu fais. La reconnaissance de la responsabilité du capitalisme n'est pas aussi largement partagée que je l'ai laissé entendre tout à l'heure. Simplement,
ce que je note, c'est qu'un certain nombre d'économistes qui se situent dans le plus près de la gauche, disons, gouvernementale, acceptent aujourd'hui l'idée que le système capitaliste est responsable, que la logique du capitalisme est responsable, même s'il peut y avoir en contrepartie l'idée que la politique économique peut limiter les dégâts et faire en sorte que même avec le maintien de la logique capitaliste pour les entreprises privées, on peut orienter l'économie dans un sens différent de ce vers quoi elle a été orientée depuis une vingtaine ou une trentaine d'années. Mais je suis d'accord avec la réserve que tu sais, j'étais un peu trop direct dans cette vision des choses. Et ton allusion à ceux qui mettent en cause la croissance est assez bienvenue, même s'ils ont le mérite, par ailleurs, de poser un problème qui véritablement se pose à l'échelle de l'économie mondiale. Mais ça, c'est autre chose. Alors, keynésianisme vert et croissance verte, alors, ah, c'est une question hyper intéressante, hyper intéressante. Le, il y a, il y a à gauche ce qu'on pourrait appeler, si c'est en enlevant le caractère péjoratif, une sorte de pesanteur keynésienne. C'est-à-dire que on est à l'aise, on est à l'aise dans la prise en compte des grandes conclusions du keynésianisme parce que ça a permis pendant des décennies d'introduire et de justifier des politiques interventionnistes de type social-démocrate ou socialiste qui ont permis de faire avancer les choses, hein, et de nous distinguer des conservateurs qui ensuite sont devenus les néolibéraux. Donc, il y a cette tendance, euh, mais le keynésianisme a été provoqué par la mise en avant de la question écologique depuis les années 70 et notamment le fait que euh, le productivisme peut générer des conséquences aussi graves que le simple système capitaliste, on l'a vu avec les économies d'Europe de l'Est. Euh, Or, il y a dans le keynésianisme une tendance, je dirais presque structurelle, à considérer que l'austérité c'est mal et le soutien ou la relance c'est bien. C'est une tendance qui ne relève pas presque de la raison parce que on est très à l'aise dans cette problématique et que les milieux conservateurs ont été historiquement du côté de l'austérité, y compris en renvoyant à des morales de culpabilité, etc., etc. Donc, on est très à l'aise dans cette contestation, mais il y a quand même on est obligé de reconnaître que la résolution des problèmes écologiques ne se fera pas que par la technique et qu'il y aura nécessairement une dimension limitation de la croissance, de la de l'utilisation des matières, mais pas que, puisqu'on sait que le développement du tertiaire génère aussi un certain nombre de conséquences au niveau de l'utilisation des matières. On le voit au cours des dernières décennies. Donc, il y a, me semble-t-il, un problème. Au passage, je verrai dans la popularité dans nos milieux de la nouvelle théorie monétaire quelque chose qui a à voir avec ce que je viens de dire. C'est que il y a là, derrière la nouvelle théorie monétaire, l'idée qu'on pourrait se défaire d'un certain nombre de contraintes. Alors ça vaut au passage mieux pour les États-Unis que pour les autres pays, mais le fait, le fait de considérer que la monnaie doit être mise au service
d'une politique alternative ne signifie pas que la détente des contraintes en matière de création monétaire nous éviterait des choix de redistribution et de transformation de la répartition entre la consommation et l'investissement, entre les hauts revenus et les bas revenus, etc., etc. Donc, je crois que autant on doit maintenir notre critique des politiques d'austérité, notre critique historique des politiques d'austérité, en tant que politique destinée à faire basculer le rapport de force au détriment des salariés et au détriment des milieux populaires. On doit maintenir cette critique. Beaucoup plus que d'utiliser cette critique dans le sens d'une préférence générale pour le soutien plutôt que la rigueur. Pour reprendre un aspect qui n'est pas qu'anecdotique, je pense que Mendes France n'a pas forcément été plus à droite que le reste de la gauche lorsqu'à certains moments, il préconisait une politique de rigueur. Je referme ma parenthèse, on pourrait discuter, hein, mais voilà ce que je voudrais dire. Donc, je crois qu'il faut vraiment clarifier cette question austérité, soutien, austérité-relance, par rapport au rapport de classe. Par rapport au rapport de classe. Et donc, pour conclure, parce que là je suis assez complexe dans ma réponse, la croissance verte, je crois que c'est largement une illusion. Le keynésianisme vert aurait intérêt à bien se distinguer, de l'approche de la croissance verte pour maintenir sa crédibilité, parce qu'il y a de toute façon dans le keynésianisme des choses fondamentalement vraies qu'il faut maintenir. Mais c'est vrai, et dans nos discussions individuelles, je m'en suis ouvert auprès de toi, je considère que la mise en cause de la croissance, elle impacte assez spontanément le keynésianisme, et dont il y a un effort intellectuel, me semble-t-il, à faire. Quant à l'ampleur de la redistribution, je terminerai par ça, mais c'est assez complémentaire de la question précédente, ampleur de la redistribution, elle va être considérable. Je ne vois absolument pas comment, dans le cadre d'une croissance contrainte, on peut éviter de sacrifier un certain nombre de consommation qui caractérise le mode de fonctionnement des pays occidentaux, si on veut appliquer la solidarité à l'échelle internationale et si on veut limiter les effets écologiques. Alors toi-même, tu as mis dans un de tes derniers ouvrages des chiffres concernant la question à l'échelle mondiale de ce qu'il faudrait comme taux de croissance du PIB et ce qu'il faudrait comme augmentation de l'efficacité énergétique des méthodes utilisées, et qu'il y a un balancement entre les deux, mais dans tous les cas, on aboutit à quelque chose que pour sauvegarder le climat, eh bien, on a des taux de croissance, notamment au niveau des pays occidentaux, qui seraient de 0 à 1%, et même si on introduit une marge pour que les pays du Sud continuent à se développer, il faudrait qu'on diminue notre taux de croissance pour des gains d'efficacité probables, quoi. C'est-à-dire en dehors de l'hypothèse où on aurait des techniques salvatrices qui nous sortiraient du pétrin. Ça me paraît être le problème dans le tableau que tu as dans ton bouquin, le problème fondamental dont on parle peu. On en parle trop peu, y compris dans nos milieux. Et je dis même que les écologistes en parlent peu. Pourquoi? Parce que s'ils veulent avoir... Le problème, c'est que s'ils veulent avoir une force politique dans notre société, ils sont obligés de mettre un bémol
dans l'ampleur des transformations qu'ils vont proposer. Ça, c'est un problème de fond. Voilà. J'ai été long dans ma réponse, mais tes questions valaient, je crois, Le certains détail. développements. Voilà. Non, merci beaucoup, Michel. On va effectivement prendre 2-3 minutes pour respirer, et puis ensuite, on passera